Oui, voilà, je suis professeur d'histoire-géographie aujourd'hui dans l'enseignement catholique au collège lycée Saint-Barthélemy à Nice. Et généralement, dans le système français, quand on est prof d'histoire-géo, on a fait une fac d'histoire et on a préparé le concours en géographie, ou on a fait une fac de géographie et il a fallu faire des efforts en histoire pour le concours. Voilà, ben moi j'avais fait ni l'un ni l'autre, donc j'ai fait des efforts sur les deux matières. Sachant qu'on enseigne l'éducation, enfin aujourd'hui on dit plus éducation civique, on dit enseignement moral et civique, et que personne n'est formé à l'enseignement moral et civique en règle générale. Voilà, moi j'ai fait du droit, et lors de mes études j'ai rencontré Jean-Louis Gazzaniga qui m'a pris sous son aile et donc il m'a fait faire de l'histoire du droit. Et puis je suis devenu responsable pastoral dans l'enseignement catholique, et puis finalement j'ai passé le concours et je suis devenu prof d'histoire-géo. Voilà. Ça c'est pour mon parcours. Pour ce qui est du sujet qui m'a été confié, donc la Révolution française et l'Église, c'est un vaste sujet parce que déjà la Révolution est un vaste sujet, et donc en une heure je risque d'avoir un peu de mal, mais bon, on va faire de notre mieux. C'est un vaste sujet, d'autant que c'est un sujet, c'est un lieu de conflit de mémoire chez nous Français. On entend régulièrement des politiques, je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon, citer la Révolution comme avec des trémolos dans la voix. Voilà. Et puis on entend d'autres mémoires à l'opposé qui sont tout aussi avec les mêmes trémolos mais pas sur les mêmes thèmes. Donc en prenant le sujet, on a pas mal de choses à débroussailler. Alors, je ne sais pas quel est votre acquis sur la Révolution française. Je sais ce que je suis aujourd'hui amené à enseigner à des élèves. Voilà. Et donc, j'ai pensé commencer par une frise chronologique, parce que c'est bien, une frise chronologique, non? Voilà. Alors, donc, déjà sur la période. Sur la période, en général, on commence la Révolution française en 1789, ça pose pas de problème, et on l'arrête en 1799, parce que en 1799, Napoléon prend le pouvoir en tant que consul, c'est un nouveau régime politique, et qu'il affirme à ce moment-là qu'il va faire le résumé de la Révolution, que la Révolution est finie. Donc on a des bornes temporelles qui sont faciles, en sachant que, en général, dans le secondaire, on s'arrête à la chute de Napoléon. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, vous regarderez sur la frise et vous verrez que de 1792 à 1804, vous avez une période rose avec des hachures qui s'intitule Première République. Ça, c'est une licence parce que ça n'existe pas. Nous avons une deuxième République en France, et nous n'avons jamais eu de Première République. C'est-à-dire que nous n'avons jamais eu de régime politique qui s'est appelé la Première République. Le fait d'appeler cette période la Première République, c'est déjà faire de la politique. Nous avons eu un premier régime républicain qui s'appelle la Convention de 1780. Là aussi, on peut discuter. La constitution de la Convention est adoptée en 1793, donc moi j'ai tendance à la faire commencer en 1793, mais la République est proclamée le 22 septembre 1792. Mais là encore, c'est comment dire, juridiquement, en 1792, on est toujours sous le régime de la Constitution précédente de 1791 et donc de la monarchie constitutionnelle. Donc, on a une première période républicaine qui commence en 1700, on peut la faire commencer le 22 septembre, c'est pas grave, en 1792, et qui s'achève. Là encore, ça pose problème, parce que dans les manuels d'histoire, par exemple, on a tendance à la faire achever en 1799, quand Napoléon prend le pouvoir. Or, quand il prend le pouvoir, le consulat, c'est encore un régime républicain. Sauf qu'au collège, on a tendance, en tout cas dans les manuels scolaires, je ne sais pas ce que font les collègues, je ne peux pas le savoir, mais on a tendance à confondre république et démocratie. Or, un régime républicain n'est pas nécessairement un régime démocratique, et donc, et d'ailleurs, aucun des régimes républicains
de la Révolution française ne peut vraiment être qualifié de démocratique. Sur les 4 régimes politiques que vous voyez apparaître sur la frise, la monarchie constitutionnelle, la Convention donc, de 93 à 95, le Directoire de 95 à 99 et le Consulat, on ne peut pas vraiment parler de régime démocratique. On pourrait en parler pour la Convention. C'est la constitution la plus démocratique que nous n'ayons jamais adoptée. Mais comme on ne l'a jamais appliquée, voilà, je m'arrêterai. Ensuite, sur la confusion, c'est que, enfin, moi je ne sais pas comment vous avez reçu l'enseignement sur la Révolution française, mais on a eu tendance à opposer le peuple contre le roi. Voilà. Donc ça, c'est bien, enfin c'est pas bien, c'est pas historique en fait. C'est-à-dire que la Révolution française, si vous en faites une révolution populaire, vous faites un contresens. La Révolution française, ce sont des nobles et des bourgeois, et même des prêtres, qui s'allient pour mettre fin à un système politique qui ne leur convient plus, et qui s'allient finalement contre le roi. La Révolution française, c'est aussi, pour reprendre les mots d'un historien que je n'ai pas retrouvé, une révolte populaire, parce qu'il faut bien quand même des gens pour prendre des risques armés, mais ça n'est qu'une révolte populaire parisienne parmi d'autres, qui va avoir un succès un peu différent, et c'est surtout la seule où le roi ne tire pas sur les révoltés. Finalement, le grand échec de Louis XVI, la grande différence entre Louis XVI et Henri III, par exemple, c'est de ne pas avoir fait tirer sur, ou Louis XIV d'ailleurs, enfin, en tout cas sa mère, c'est de ne pas avoir fait tirer sur les révoltés. C'est la vraie différence entre la Révolution et la Fronde. Et après, derrière, on a un système qui se met en place et qui s'emballe et qui a abouti à un résultat tout à fait original. Alors, entendons-nous bien, mon propos n'est pas de critiquer la Révolution française. C'est un progrès sur plein de points. La Révolution a réussi finalement des réformes que la monarchie n'est pas parvenue à imposer. Voilà, et sur plein de points, aujourd'hui d'ailleurs, notre système est l'héritier direct de cette période-là, mais de ces conflits également. Bon. Je l'ai sous-entendu, ce qui provoque la révolution, ça n'est pas l'anticléricalisme. Même si, dans le patrimoine politique, aimer la révolution et être anticlérical, ça peut faire partie d'un même packaging. Donc, au début de la Révolution, le catholicisme apparaît encore comme la religion nationale. Alors, le mot national est un mot piégé, parce que justement, qu'est-ce que la nation? On mettra un siècle véritablement à donner une définition de la nation, qui sera différente d'ailleurs de la définition qu'apporteront les Allemands. Et voilà, la nation en 1789, c'est un mot, mais c'est un mot pas défini. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va donner la souveraineté, non pas au peuple, parce que ça on sait ce que c'est, mais à la nation. Et encore aujourd'hui, nos députés sont responsables devant la nation et pas devant le peuple. Ce qui a comme conséquence qu'ils sont responsables devant... Ouais. En gros, pendant leur mandat, on ne peut rien leur demander. S'ils étaient responsables devant le peuple, vous pourriez interrompre le mandat d'un député en cours de route. Ça, alors, voilà, bon. Vous avez parlé un peu de philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières, elle est très très diverse en politique. Et voilà, si on doit faire une espèce d'analogie avec les courants politiques actuels, Rousseau, c'est la philosophie la plus à gauche. Et donc ce sont les idées les plus démocratiques, les idées de Rousseau. Ce ne sont pas celles qui vont triompher en 1789. La seule phrase qu'on va reprendre de Rousseau dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est la loi est l'expression de la volonté générale. C'est tout. Et dans les grandes valeurs de la Révolution française, on a tendance à faire un anachronisme, à parler de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Sauf que ça, c'est la devise de la France en 1848. En 1789, les valeurs de la France, c'est la liberté, du commerce et de l'industrie. Évidemment, on ne dit pas du commerce et de l'industrie, mais voilà, c'est une révolution libérale. C'est une révolution de droite actuelle, on va dire. Égalité dans le contrat,
et propriété privée, dont on nous dit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'elle est un droit inviolable et sacré. Ça, c'était pour poser 2-3 choses avant de commencer. La Révolution va commencer dans le cadre des États généraux, qui sont réunis par le roi le 5 mai 1789, à Versailles. Est-ce qu'il y a besoin que je rappelle ce que c'est que les États généraux et comment ça fonctionne? Bon, alors, rapidement. Donc, les États généraux, enfin, je vais rappeler le contexte plus particulier donc, de l'avant-révolution. On a une dette abyssale, et une dette qui s'accroît d'année en année parce que, alors, on a joué de malchance au niveau des récoltes, on a voulu libéraliser l'économie et on a obtenu une spéculation sur le grain, c'est-à-dire que même quand les récoltes ont été correctes, les marchands de grains ont stocké le grain et ont attendu que les cours s'envolent du fait des famines qui démarraient pour le revendre. Donc on a eu des famines artificielles d'une certaine manière. Donc il a fallu acheter du blé à l'étranger pour faire baisser les cours. On a également et principalement participé à la guerre d'indépendance américaine, et ça nous a coûté très très cher, et c'est principalement ça qui grève le budget de l'État. À partir de là, donc, on a eu recours à des banquiers, et en 1780, enfin, dans les années qui précèdent la Révolution, on s'endette pour rembourser la dette. Toute ressemblance avec une situation... Voilà. Bon, le budget de l'État n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. L'État aujourd'hui est beaucoup plus riche qu'à la Révolution, et voilà. On a aussi dit qu'on avait fait la Révolution pour les impôts, mais à l'époque on prélève excessivement peu d'impôts par rapport à aujourd'hui, parce que l'État fait excessivement peu de choses par rapport à aujourd'hui. Notamment, même si on s'en tient aux régaliens, c'est-à-dire à l'armée, le budget de l'armée avant la Révolution française est ridiculement faible. Les guerres, ça s'arrête quand on n'a plus de sous dans les caisses, et on fait une paix provisoire, on attend d'avoir encore un peu de sous pour pouvoir reprendre la guerre, etc. etc. Enfin, voilà. Mais rien à voir avec la situation actuelle. Il faut donc trouver une solution pour remplir les caisses et pour rembourser la dette. C'est pour ça qu'on réunit les États généraux, c'est parce qu'on voudrait pouvoir augmenter l'assiette de l'impôt et faire payer ceux qui n'en payent pas, à savoir la noblesse et le clergé, avec cette difficulté que la noblesse et le clergé bloquent les réformes. Parce que, concrètement, ils ne veulent pas spécialement payer des impôts, ou alors ils veulent une contrepartie, qui serait une contrepartie en pouvoir. Donc en fait, si vous voulez, vous avez la monarchie qui prépare les États généraux en faisant rédiger des cahiers de doléances, en faisant élire des représentants donc, des États généraux. Et aujourd'hui, quand on enseigne, on fait lire des extraits des carnets de doléances aux élèves pour leur faire repérer que dans les carnets de doléances, on a des revendications qui sont celles de la philosophie des Lumières. Très bien. On oublie juste 2 choses. Je ne sais pas si vous avez vu le film La Révolution française qui avait été fait en 1789. Alors regardez-le parce qu'il est très très bien pour se remettre les choses en tête. Après, c'est l'imagerie d'Épinal. C'est-à-dire que il n'y a aucune, enfin à mon sens, en tout cas dans les extraits dont je me rappelle, aucun regard historico-critique. On est absolument dans la grande légende de la Révolution française, et donc la reine est idiote et dépensière, le roi est faible et prodigieusement idiot, et les révolutionnaires sont de grands exaltés, absolument brillants. Et donc la scène de rédaction des cahiers de doléances, cherchez-la, elle est sur YouTube, hein, c'est très facile à trouver. On a donc des gens, un curé qui rédige les cahiers de doléances, puis des gens qui donnent des idées des Lumières, et le curé est un peu dépassé par toutes ces idées-là. Voilà, non. Qui a lu la philosophie des Lumières en 1789 ? Ceux qui savent lire. Donc, et qui rédige les cahiers de doléances ? Ceux qui savent écrire. Donc, même les cahiers du tiers-état. Où est-ce qu'on se réunit dans un village quand on se réunit à tout le village pour rédiger les cahiers de doléances ? À l'église. Parce qu'il y a de la place. Voilà. Donc, qui soutient en 1789 les idées des Lumières ? Eh bien, les élites. Et qui veut gêner le roi ? Finalement, donc, la noblesse et le clergé. Et la grande bourgeoisie.
La bourgeoisie parce qu'elle veut un pouvoir politique, elle veut pouvoir obtenir des droits qu'elle n'a pas. La noblesse et le clergé parce qu'eux aussi ils veulent s'émanciper d'un certain nombre d'obligations qu'ils ont. Le mot privilège est un mot piégé. Un privilège sous la monarchie, ça n'est pas un avantage. C'est un statut particulier. C'est privata lex, hein, c'est la loi particulière. Ça veut dire que quand tout le monde a des privilèges sous l'Ancien Régime. Une ville a des privilèges. Elle a des droits et des obligations qui sont différentes d'une ville à l'autre. Parce qu'il n'y a pas d'uniformité et d'unité du droit avant 1789. Donc, notamment dans les privilèges de la noblesse, effectivement, il y a le fait de ne pas payer d'impôts, mais il y a l'obligation de participer à l'armée et il y a l'interdiction de participer au commerce. Dans une société qui s'est enrichie considérablement dans le commerce au XVIIIe siècle, particulièrement avec le commerce triangulaire, mais pas seulement, le fait de ne pas pouvoir s'enrichir, de ne pas pouvoir investir dans ces domaines-là, c'est un handicap. Et la noblesse s'est appauvrie au XVIIe et au XVIIIe siècle. Voilà. Et pour la grande bourgeoisie, ben, c'est la volonté d'accéder aux charges publiques, d'accéder à la haute administration, à l'administration tout court d'ailleurs, et donc c'est ça, abolir les privilèges. Voilà. Voilà pour une longue introduction. Donc, le 5 mai, les révolutionnaires se réunissent. Très vite, il y a un conflit entre le roi et les députés, principalement du tiers, mais pas seulement, autour de la question de comment est-ce qu'on va voter. Normalement, aux États généraux, on vote par ordre, et donc il y a 3 voix. Chaque ordre se réunit dans son coin, sur chaque proposition, et à la fin, on a la décision de la noblesse, la décision du clergé, la décision du tiers-état. Or, il est assez vraisemblable que Louis XVI avait envie, pour justement faire passer sa réforme, qui contrarie la noblesse et le tiers-état, d'un vote par tête. Et donc, il a doublé le nombre de représentants du tiers-état. On est quasiment à 50% de députés du tiers pour 25% de députés de la noblesse et 25% de députés du tiers-état. Il est là encore vraisemblable que le roi voulait qu'on vote par tête quand ça l'arrange et qu'on vote par ordre quand ça l'arrange. Et c'est ce qui va très rapidement lui échapper. Les députés acquis aux idées des Lumières veulent un vote par tête en permanence et refusent donc de se séparer par ordre pour délibérer. Comme le roi ferme la salle, la salle des menus plaisirs, où ont lieu les audiences générales, les députés du tiers cherchent une salle qui peut les contenir tous, et donc ils se réunissent sur le terrain de tennis de Versailles, donc la salle du jeu de paume. Vous savez, le jeu de paume, c'est l'ancêtre du tennis. Ah, pardon. Ah oui, vous empêchez que je... Donc, vous avez ici une illustration donc, de séance plénière du 5 mai, et ce tableau de Jacques-Louis David, que normalement vous devez tous connaître. Donc, on est dans la salle du jeu de paume, non pas du jus de pomme, et donc dans cette salle, les députés, principalement du tiers mais pas seulement, se réunissent pour jurer de donner une constitution à la France. Alors, ce qui est formidable dans le fameux film dont je vous parlais, c'est que cette scène est reproduite le plus fidèlement possible par le film, ce qui est gênant, parce que cette scène n'a rien d'historique. Et le travail de Jacques-Louis David n'est pas un travail d'historien, c'est un travail d'artiste, et d'artiste engagé. Donc que Jacques-Louis David fasse ce travail-là et fasse ce tableau-là, c'est tout à fait remarquable. Que 200 ans plus tard, un cinéaste nous fasse croire que c'est comme ça que ça s'est passé, c'est un peu gênant. Donc, je vous montre ce tableau parce que c'est un document qu'on montre aux élèves essentiellement, qui est commenté dans tous les manuels scolaires, avec des petits commentaires, et donc on insiste bien sur le fait que le personnage central c'est Bailly, qui donc prête le serment, et puis tout le monde tend le bras vers Bailly, donc vous avez des nobles qui sont bien en vue, on les reconnaît à leurs vêtements colorés, vous avez également un
dominicain, des prêtres, vous avez également un pasteur en premier plan. Je ne donne pas les noms, ça n'a pas grand intérêt, en tout cas pas pour nous. Et donc, aux fenêtres, principalement ici, vous avez le peuple qui assiste à la scène et le souffle qui balaie les rideaux et la lumière vient de là. Hein. Bailly est éclairé directement par le peuple, en fait. Et donc, à quoi est-ce que nous sommes en train d'assister dans ce tableau? Ben, nous sommes en train d'assister à ça. Ça, c'est un tableau de Philippe de Champaigne qui a un peu moins de 60 ans en 1789. Et donc, normalement, que vous devez reconnaître au niveau de la thématique. Hein, on est sur une Pentecôte. Alors, une Pentecôte où... pour revenir au tableau, s'il vous plaît. Parce que je ne suis pas sûr d'y arriver. Oui, en fait, j'étais bête. Je saurais faire la prochaine fois. Donc, une Pentecôte où Dieu est remplacé par... l'Esprit Saint est remplacé par le peuple. Il est bien évident que le peuple n'était pas à Versailles ce jour-là. Il n'y avait aucune raison d'avoir le droit de franchir les grilles. Donc, même si c'est un terrain de tennis, et voilà, il n'y a pas de gradin, on n'est pas à Roland-Garros. Et encore, même à Roland-Garros, le peuple n'est pas franchement présent. Donc, enfin, moi, il faut le peuple qui a les moyens de se payer la place. Donc, ça, c'est une construction, et c'est tout à fait remarquable. Et vous le retrouvez dans toute l'œuvre de Jacques-Louis David. Si vous regardez La mort de Marat, vous avez une descente de croix. Hein, et c'est voulu, hein, c'est pas... Donc, on est en train de nous raconter donc, une nouvelle Pentecôte, avec un nouvel évangile, qui n'est pas forcément fondé sur Dieu, en l'occurrence. Encore qu'on verra que c'est pas si clair que ça. Puisque, malgré tout, on peut déjà le dire là, puisqu'on a quand même des prêtres qui participent à cet événement. Donc là, on est le 20 juin 1789. Hein, on est juste après la phrase de Mirabeau, nous sommes ici par la volonté du peuple. Bon, une phrase, a priori, construite après l'événement. Hein. Mirabeau était très très fort pour raconter sa propre légende. Il avait un vrai talent de communicant, en fait, 2 siècles avant. Voilà ce qu'on peut en dire. Il faut donc toujours résoudre le problème de la dette, mais le premier problème qui est abordé par les députés, c'est le problème de la Constitution. Alors, là encore, donnons une Constitution à la France. Qu'est-ce qu'une Constitution? Une Constitution, c'est une loi qui fixe les règles du jeu de fonctionnement d'un pays. Et toutes les autres lois, normalement, sont supposées la respecter. Quand on enseigne ça, on a tendance à dire qu'il n'y a pas eu de constitution avant. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de loi supérieure qui s'imposerait même au roi. Alors, il n'existait pas, à proprement parler, de constitution écrite avant 1789. Mais il existait ce qu'on appelait les lois fondamentales du royaume, qui était une construction politique et jurisprudentielle qui s'était fixée à partir du début de la monarchie capétienne jusqu'au XVIe siècle à peu près. Les lois fondamentales, elles fixent essentiellement les règles de dévolution de la couronne et les règles de transmission du patrimoine de la couronne. Alors, à l'époque, on parle de couronne, aujourd'hui, on dirait État. C'est-à-dire que le roi en France ne peut pas démissionner. On verra que ça a une importance. Le roi ne peut pas choisir son successeur. Même Louis XIV n'est pas parvenu à choisir le régent. La couronne, elle se transmet de son propre fait, en fait. Parce que, justement, il y a bien des règles supérieures qui s'imposent à tout le monde. Donc, il y a une constitution et elle est non écrite. Est-ce que c'est une spécificité française? Loin de là. Il y a une légende qui courait à la fac de droit à une époque. C'était un prof de droit constitutionnel qui était un petit peu sévère. Franchement sévère. Remarquable, mais alors c'était assez compliqué d'avoir une note potable avec lui, même quand on était intéressé par sa matière. Et donc il paraîtrait qu'à une époque, il faisait passer des oraux et il disait à un étudiant, qui est bien pour son oral, excusez-moi, vous
préparer votre sujet plus tard, mais allez dans ma voiture, chercher la Constitution anglaise. Et l'étudiant qui partait avec les clés de la voiture était assuré d'avoir 0. Voilà. C'est dit avec énormément de conditionnel, parce que je ne sais pas si l'histoire était vraie. Son fils travaille dans l'enseignement catholique aujourd'hui. Mais je ne lui ai pas demandé d'ailleurs. Mais le fait est qu'il n'y a pas de constitution écrite en Angleterre. Il y a des textes qui font partie de la constitution anglaise, mais il n'y a pas de constitution écrite. C'est-à-dire que c'est tout à fait possible d'être un pays démocratique sans constitution écrite. Voilà, donc le 20 juin 1789, on se propose de faire une constitution écrite qui va forcément s'inspirer de la philosophie à la mode à l'époque, et donc de la philosophie des Lumières. Et donc, à partir de là, cette assemblée qui va commencer à s'appeler l'Assemblée nationale constituante va se mettre au travail. Et comme le roi, finalement, a perdu la main, il va progressivement s'effacer. Donc cette constitution, elle va mettre 2 ans à être écrite et adoptée. Donc, ça va donner lieu à un certain nombre de débats, fondateurs d'ailleurs de notre débat politique actuel, et cette constitution va aboutir donc, ce débat va aboutir à la constitution donc, de 1791, donc, de la monarchie constitutionnelle. Il ne s'agit pas en 1791 de se débarrasser du roi, on est encore monarchiste, mais de lui enlever la quasi-totalité de ses pouvoirs. Parce que là encore, quand on parle de séparation des pouvoirs en 1789, c'est une vaste blague. 1789, on a séparé les pouvoirs, oui c'est vrai. On les a séparés du roi. On lui a enlevé la totalité du pouvoir législatif, effectivement. On lui a enlevé la quasi-totalité du pouvoir judiciaire, parce qu'on lui a laissé le droit de grâce quand même. Et on lui a enlevé, et on lui a laissé un pouvoir exécutif qui n'est qu'un pouvoir d'exécutant. Nous avons aujourd'hui l'image d'un pouvoir exécutif fort, parce que sous la Ve République, le pouvoir exécutif est fort et qu'il a notamment des compétences législatives. Mais sous la IVe République, le président de la République est décoratif. Et le président du Conseil est soumis aux assemblées. Culturellement en France, on n'est pas spécialement pour la séparation des pouvoirs, on est pour que le pouvoir soit au Parlement. C'est-à-dire que le Parlement, à partir de 1789, concentre la quasi-totalité du pouvoir. Et le peu de pouvoir qu'on a laissé au roi, on lui reproche de l'utiliser. C'est le cas du droit de veto. Il a un droit de veto suspensif, c'est-à-dire qu'il peut suspendre l'application d'une loi pendant 5 ans, sauf que quand il l'utilise, ça fait des émeutes, on le lui reproche, on l'appelle Monsieur Veto. Rappelez-vous la Carmagnole, Monsieur Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays, d'être fidèle à son pays. Voilà. Je vous passe les talents de chanteur. Donc, de fait, il hésitait à l'utiliser parce que c'est dangereux politiquement pour lui de le faire. Plus exactement, il va le faire et il va en payer le prix. De la même manière, la reine, c'est Madame Veto, et il y a un couplet sur elle, mais pareil, je chante. Donc, on s'attelle à démonter le système existant et à remonter un système qui sera écrit. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, en fait. Pour ce qui est de régler le problème de la dette, on n'a rien réglé en faisant ça. Il faut bien trouver un moyen de régler la dette, et l'idée qu'on va avoir, une idée qu'on a déjà eue par le passé, depuis très longtemps, dans notre histoire de France, quand on n'a pas de sous, eh bien, on va le chercher là où il est, donc on va le prendre à l'église. C'est déjà comme ça, par exemple, qu'on avait lancé la féodalité. Comment le roi récompense ses vassaux les plus fidèles, Charles Martel, donne des biens qui appartiennent à l'église. Au départ, il donnait des biens qui appartenaient à l'ancien empereur romain. Quand il n'en a plus, il a donné les biens qui appartenaient à l'Église. Ce n'est pas du tout une spécificité de la Révolution française. Donc, avec le consentement de l'Église, d'ailleurs, enfin, un certain consentement de l'Église, on va nationaliser les biens du clergé. Et on va créer un clergé d'État, ce qui n'est là encore pas une nouveauté. Alors je ne sais pas exactement, j'ai essayé de voir ce que vous aviez fait auparavant.
Je ne sais pas si vous avez étudié le gallicanisme. Vraiment, vous avez un grand spécialiste de la question du gallicanisme dans la personne de Jean-Louis Gazzaniga. Vous en avez pas parlé? Ah, le grand schisme. Alors, c'est parfait. Voilà, donc, en fait, l'Église de France est gallicane, c'est-à-dire qu'elle va d'abord être fidèle à son pays avant d'être fidèle à Rome, on va dire, pour faire très simple. Et donc, l'idée de la constitution civile du clergé s'inscrit totalement dans la continuité d'une pensée gallicane. C'est l'État qui va donner sa légitimité aux évêques et aux prêtres. Ce qui pose finalement pas de problème. Avant, c'était le roi. Maintenant, ce sera un État un peu différent. Ça n'est pas une grande nouveauté. On se sépare un petit peu plus de l'Église. On est très, très gallican, mais on n'est pas encore anglican. L'anglicanisme, c'est un peu un gallicanisme qui serait allé trop loin. La constitution civile du clergé, en 90, on va très près de l'anglicanisme, mais on n'y est pas encore. Et globalement, on a un certain nombre de prêtres qui sont plutôt pour, on a une espèce de 50-50. C'est pas simple non plus, parce que on a de nouvelles circonscriptions territoriales, c'est-à-dire que les diocèses sont calqués sur les départements, et donc ça veut dire une suppression de nombreux diocèses. Le diocèse de Grasse disparaît, le diocèse de Vence disparaît, le diocèse d'Entrevoix disparaît, etc., etc. Enfin, de Glandève. Au profit donc de diocèses qui sont donc fixés sur les limites des nouveaux départements qu'on a créés. La hiérarchie, elle est fondée donc sur l'État. Donc on jure fidélité à la Constitution, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, mais on va l'admettre finalement. Alors évidemment, ceux qui vont l'admettre, ceux qui vont jurer fidélité dans la logique gallicane à l'État, et puis il y a ceux qui vont dire non, ça c'est trop loin, je ne peux pas l'accepter. Et donc, on va se retrouver avec deux églises qui s'opposent, une espèce de schisme de l'Église de France, entre donc l'Église qui veut rester romaine et qui va s'appeler réfractaire, et l'Église, donc, les prêtres jureurs, qui vont donc accepter de jurer fidélité à la Constitution. Alors, tout va bien jusqu'au 29 novembre 1791, puisque le 29 novembre 1791, l'Assemblée tente de mettre fin à cette situation, qui pose objectivement problème. C'est un désordre, un trouble à l'ordre public, cette affaire-là. Et donc, à ce moment-là, les curés réfractaires sont déclarés suspects et privés de leur pension. On a quand même attendu jusqu'en novembre 91 pour agir contre ceux qui refusent de prêter serment à la Constitution. Et donc, les édifices sont réservés aux seuls prêtres qui ont juré fidélité à la Constitution. Alors, ce qui est très intéressant, c'est quand vous vous rappelez de Jacques-Oul Croquant, le contexte de Jacques-Oul Croquant, c'est plusieurs années après, et ça a été écrit encore plusieurs années après le contexte. On est dans un contexte très anticlérical, et donc on nous présente cette affaire de curé réfractaire. On a le gentil curé jureur et le méchant curé réfractaire. Évidemment, il y avait des méchants curés jureurs et des gentils curés réfractaires. On n'est pas sur un mode aussi binaire. Mais ce qui veut dire qu'on a créé une mémoire autour de ça, qui va fonder une mémoire anticléricale, et qui va être, et sur laquelle, notamment, j'ai l'air d'être obnubilé par lui, mais Mélenchon, pour le coup, est très très intéressant, parce que régulièrement à l'Assemblée, il fait des références à ça. Donc, on a créé un problème dans l'Église, mais on a réglé le problème de la dette. Et on l'a réglé de manière en plus très astucieuse, puisqu'on a créé le papier-monnaie à partir de là. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais à partir donc du bien de l'Église, on va indexer, on va créer donc ce qu'on appelle des assignats, qui sont en fait des espèces de billets de banque dont la valeur est indexée sur la valeur du patrimoine qu'on a confisqué. Ce qui veut dire que théoriquement, vous pouvez échanger vos assignats contre une partie du patrimoine de l'Église, qui n'est plus le patrimoine de l'Église, bien évidemment. Alors, ce système des assignats, il aurait pu fonctionner très longtemps et très bien, mais dans la même occasion, on va commercialiser les biens de l'Église.
Donc à partir de là, on a fait une évaluation. Et donc, à partir du moment où vous dévaluez la monnaie, elle ne vaut plus rien, et quand vous payez vos fonctionnaires avec une monnaie qui ne vaut plus rien, bah, nécessairement, il faut trouver une autre solution pour rembourser la dette. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on va déclarer la guerre à l'Autriche, parce qu'en Belgique, l'Autriche possède un certain nombre de richesses qui nous intéressent. Je fais très très simple. Hein, donc, voilà. Et donc, l'idée selon laquelle la Révolution française déclare la guerre aux tyrans pour propager ses idées, ça c'est dans la légende dorée, mais on n'est pas dans une quelconque réalité historique. Je fais référence à ça parce que, justement, puisque je parlais de Mélenchon, il y a moins d'un mois, il a fait une déclaration donc, à l'Assemblée en faisant référence à ça et en se rappelant l'époque glorieuse où nous propagions les Lumières et nous déclarions la guerre à la tyrannie. Non, on n'a pas déclaré la guerre à la tyrannie, on a déclaré la guerre à une banque qui avait de l'argent. Voilà, bon. Donc, alors, au niveau du patrimoine qui a été donc nationalisé et vendu, vous en avez un exemple effroyable, qui est plus loin dans mon diaporama. Voilà, pardon, c'était là. Alors, ça, c'est l'abbaye de Cîteaux aujourd'hui. Et juste avant, c'était l'abbaye de Cîteaux. Quand je clique droit, ça fait rien. Ah, si, c'est mince. Ah, si, ça fait, mais il ne me le dit pas. Bon, alors on y est. Merci. Et donc ça, c'est une maquette de l'abbaye de Cîteaux avant. Cîteaux, c'était la plus grande abbaye d'Occident. Donc, qui a été vendue au prix de la pierre et démontée pierre par pierre, donc, comme la Bastille, qui était donc transformée en carrière dans les années qui ont suivi sa vente. Alors, on a aussi l'exemple de Cluny, on a l'exemple de plein de choses. Mais Cîteaux, c'est particulièrement terrible et on n'en a gardé finalement que les parties en briques. C'est pour ça qu'il en reste quand même 2-3 morceaux. Alors, c'était une abbaye extrêmement riche qui possédait une bibliothèque fabuleuse, et notamment la plus ancienne bande dessinée du monde, qui aujourd'hui n'est pas consultable aux archives municipales de Dijon. Je vous la montre, hein, c'est un extrait de Bible. Ça s'appelle la Bible de Harding. Alors, toute la Bible est normale, il n'y a qu'une page hein, qui est comme ça. Mince. Non, c'était juste après, vraiment. Ça, c'est avant. Non, c'est juste après, parce qu'en fait, j'ai cliqué, ça arrive. Voilà, celle-là, juste après. Voilà. Alors, bon. Alors, c'est l'histoire de David et Goliath. Hein. Alors, vous ne verrez pas grand-chose d'ici, parce que j'ai trouvé ce que j'ai pu trouver. Mais vous avez c'est extrêmement moderne en bande dessinée. Pour vous montrer que Goliath est un géant, il dépasse de la case. C'est un procédé qui aujourd'hui est couramment utilisé, mais qui, là, on est quand même au XIIe ou au XIIIe siècle. Donc, Dijon récupère le patrimoine livresque, et puis les entrepreneurs du coin récupèrent les pierres. Voilà, donc ça, c'est, on est sur une première action contre l'Église, en sachant que la Révolution n'est pas spécialement hostile à Dieu, et donc là, maintenant il faut que je revienne. Là encore un peu, jusqu'à la Déclaration des droits de l'homme. Voilà. Alors, ça c'est une représentation que vous connaissez bien, d'ailleurs qui a tendance à disparaître de nos murs de classe. Donc, vous avez le texte de la Déclaration des droits de l'homme, vous avez la France en haut à gauche et la raison en haut à droite. Les références graphiques, vous m'entendez? Oui. Donc, les références graphiques qui sont choisies, elles ne sont pas innocentes. Vous avez l'étape de la loi. Et puis vous avez une annonciation.
Là encore, si j'avais pris une annonciation de Philippe de Champaigne, vous aurez trouvé une Vierge Marie avec exactement les mêmes couleurs. Donc une Vierge Marie avec les mêmes couleurs. Elle n'aurait pas eu la couronne sur la tête, c'est la seule différence, et elle ne briserait pas ses chaînes. Elle n'aurait pas non plus un petit morceau de fleur de lys, si vous le voyez, qui rappelle que la France est encore une monarchie à l'époque, la couronne aussi d'ailleurs en fait. Voilà, on est sur quelque chose de tout à fait classique en termes de représentation donc, de l'Annonciation. Au sommet, vous avez l'être suprême. Alors aujourd'hui, quand vous montrez ça à des élèves, pour eux, ce sont les Illuminati. Ils ne savent pas ce que sont les Illuminati, mais voilà, c'est eux qui dirigent le monde, comme tout le monde le sait. Et non, c'est une représentation classique de Dieu au XVIIe siècle. Vous la retrouvez dans un certain nombre d'églises baroques. J'ai un exemple à Grenoble, notamment, je pense, mais en Savoie. Donc, il s'agit de se référer à Dieu, et en fait, on est dans une... comment dire en droit, ça s'appelle le triomphe du droit naturel. C'est-à-dire que, traditionnellement, d'où vient la loi? Je vous fais un cours d'introduction au droit rapide. La loi, normalement, traditionnellement, vient des dieux ou de Dieu. Vous lisez Antigone, l'exemple qu'on cite à toutes les premières années de fac de droit. Je ne pensais pas qu'il eût assez de force ton édit face aux lois non écrites des dieux. Bon. Vous avez également Moïse, enfin, dans la Bible, c'est l'idée que la loi vient de Dieu, le code d'Hammurabi. Avec Saint-Augustin, on va un petit peu affiner, on va dire qu'il y a une loi parfaite qui est la loi divine, une loi imparfaite, mais la loi divine est inaccessible à l'homme, il y a la loi des hommes, et entre les deux, il y a la loi naturelle, c'est la loi que perçoivent les hommes, qui est un reflet de la loi divine. Au XVIe siècle, si je ne me trompe pas, vous avez Hugo de Groot qui va laïciser le processus en disant en fait qu'au-dessus de la loi des hommes, il y a la loi naturelle, qui est donc en fait la loi idéale qui s'impose à nous parce que on la ressent. On a supprimé la loi divine entre-temps. Là, en fait, on est en train de vous dire que l'être suprême, qui est donc un principe divin, pas forcément identifié, mais pas forcément incompatible avec l'idée du Dieu chrétien, en tout cas dans l'esprit de ceux qui vont voter ça. Donc cet être suprême transmet la loi. On est donc dans une conception tout à fait classique de l'évolution de la loi. Donc l'être suprême va progressivement être remplacé par plein d'autres choses, mais on est encore sur un fondement finalement très religieux du pouvoir. Et si vous regardez juste la partie donc, introductive de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous avez donc les députés, les linéaires, l'Assemblée nationale, la méconnaissance, la corruption des mœurs, bref. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. On est tout à fait référé à du divin. Pour info, information, la référence à l'être suprême, vous l'aurez dans toutes les autres déclarations de droits de l'homme qui précèdent toutes les constitutions, au moins jusqu'au consulat. Par la suite, je n'ai pas pris le temps de chercher. Mais sachant que notre constitution de la Ve République reconnaît une valeur constitutionnelle à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à celle de 1946, notre constitution est toujours placée sous les auspices de l'être suprême. Ça n'est pas vrai pour les autres déclarations des droits de l'homme et du citoyen, notamment si vous lisez avec un regard énamouré, parce qu'elle est très très belle, la déclaration de 1793, celle-là, elle est juste jolie. Ouais. Bref, donc... jusqu'en 1791, tout va à peu près correctement et la situation commence à se corser à partir de ces années-là. Vous avez tenez, ce document-là,
Alors, il est juste après la ville de Harding. Donc, c'est une caricature qui s'intitule La religion vendue. La religion, elle est donc, c'est la jeune femme voilée. Elle est vendue comme esclave en échange d'argent par Talleyrand. Talleyrand, le diable boiteux, l'évêque d'Autun, qui a laissé sa charge assez rapidement, qui a dû dire 2 fois la messe dans sa vie. Là, pour le coup, c'est pas une critique de la Révolution, c'est une critique du système religieux auparavant. C'est-à-dire que sa famille l'a placé évêque parce qu'il boitait et qu'il ne pouvait pas, rien faire de bon de lui. C'est très 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 bien raconté dans ce sublime film avec Claude Rich et Claude Brasseur et Le souper. oui, le souper, oui, qui est repassé il n'y a pas longtemps. Talleyrand qui va suivre tous les régimes et les servir plus ou moins fidèlement avant de les trahir, est en train de vendre la religion. Vous avez également le pasteur Rabot de Saint-Étienne, qui est habillé en tenue de pasteur, et Camus, qui est l'archiviste de l'Assemblée nationale. C'est une caricature de décembre 91, qui est publiée dans la continuité du décret sur les réfractaires. Alors, vous avez donc les mots de Judas qui sont placés dans la bouche de Talleyrand, parce que le caricaturiste considère, pas complètement à partir de rien, que Talleyrand a trahi 2 fois l'Église, puisqu'il a proposé la mise à disposition des biens du clergé en 89, et qu'il a créé en 91 une église schismatique. En tout cas, contribué à la créer. Rabot de Saint-Étienne, il arrache l'encensoir des mains de la religion, il s'apprête à l'achever d'un coup de poignard. On considère que ce n'est pas non plus complètement faux que les protestants sont plutôt dans les partisans de la Révolution française. Ça se comprend d'ailleurs de leur point de vue, parce que ils ont eu des relations assez compliquées avec le pouvoir royal. Et d'ailleurs, pour parenthèse, le discours anticlérical et toute la légende noire de l'Église du discours anticlérical vient du discours anticatholique des guerres de religion. Voilà. Et il n'a pas plus d'historicité que ça. Et la guerre de religion, c'est vraiment une cassure, finalement, dont on paye encore le prix aujourd'hui. Camus propose la grâce efficace des assignats. Donc on a une référence au parti janséniste qui est très influent encore à cette époque-là. En 91, la situation religieuse est à l'opposé des débuts un petit peu enchanteurs de la constituante. On n'a plus une religion, la constituante qui a mis la religion à ses ordres et sous sa protection est en train de taper sur les gens qui lui ont juré fidélité. Ce qui met d'ailleurs ces pauvres prêtres jureurs dans une situation épouvantable. Alors, il y a une perte d'autonomie spirituelle, il y a un risque de perte, de disparition de l'Église, et il faut que j'accélère un peu, donc je passe sur pas mal de choses, mais la situation va encore empirer quand finalement l'extrême gauche révolutionnaire prend le pouvoir en 93. Alors, le roi a fui à Varennes, on a essayé de faire passer ça pour un kidnapping, vous en avez d'ailleurs une trace, je vous l'ai mis dans le diaporama, non, je l'ai peut-être pas mis dans le diaporama, je vérifie, dans le texte de la Marseillaise, dans un couplet qu'on chante jamais, vous avez ce traître de Bouillé, le marquis de Bouillé, et celui qui a tenté d'organiser la fuite à Varennes avec succès, et qui a donc pas mal manqué son but. Donc le roi rentre à Paris sous surveillance, on interdit au peuple de l'applaudir, on a fait courir le bruit qu'il avait été kidnappé, mais enfin personne n'est vraiment dupe. Et donc la situation ne va faire que s'aggraver à partir de cette date.
avec la lettre du duc de Brunswick, on a la confirmation que les Autrichiens sont là pour mettre le roi sur le trône comme avant, et donc le roi a trahi son pays. Et donc à partir de là, ces jours deviennent comptés, le procès a lieu. C'est pas un procès qui respecte les règles des Lumières d'ailleurs, mais et les avocats du roi, les droits de la défense, vont pour une grande partie le payer de leur vie. Mais donc l'Assemblée nationale va voter la mort du roi et créer du coup en France le clivage droite-gauche. C'est de là que ça vient. Ceux qui votent la mort du roi se placent à gauche et du président de l'Assemblée, et ceux qui votent contre la mort du roi se placent à droite. Le roi en France, il n'est pas simplement couronné, il est sacré. Et le sacre, c'est une cérémonie religieuse qui a été inventée par le pape pour légitimer la prise de pouvoir du père Charlemagne, le père Bref, et qui a ensuite servi à légitimer les rois de France. Mais le roi n'est pas simplement couronné, il est choisi par Dieu. Il est même en fait, c'est même plus que ça, il est Christ en fait. C'est-à-dire qu'il a reçu l'onction, comme les rois d'Israël recevaient l'onction. Et donc, vous savez, un baptême, quand on vous met l'onction, on vous dit vous avez accédé à la dignité de prêtre, prophète et roi, on est tout à fait là-dessus. Et donc, en fait, il est le nouveau roi du nouveau peuple élu à la base. Le peuple franc et le nouveau peuple élu. Pour ça, d'ailleurs, vous avez tout un débat autour des années révolutionnaires pour savoir d'où viennent les Français, avec cette idée que les Francs, ça serait justement pas des vrais Français, et qu'il y aurait des Français d'origine gauloise qui auraient été soumis par les Francs, et que le peuple serait gaulois, tandis que les élites seraient franques. Toute cette tentative-là. Donc, on doit tuer le roi, puisque le roi est forcément le roi, il ne peut pas démissionner. On n'est pas dans une monarchie à l'anglaise où le roi dispose de la couronne à cause des lois fondamentales du royaume que respecte la Constitution de 91. Le roi ne peut pas démissionner, et donc sa mort, elle est prévisible. La mort de son fils, dans une certaine mesure aussi, mais quand même tuer un enfant, c'est difficile de faire passer ça pour quelque chose de positif. Donc on va faire pire, on va l'enfermer avec interdiction de lui parler. C'est un enfant qui a 6-7 ans, au moment où il est enfermé à la prison du Temple. Un enfant de 6-7 ans qui n'a pas de contact avec l'extérieur, vous imaginez ce que ça peut donner psychologiquement. Bon, puis finalement, on va le confier à une famille républicaine pour être élevé comme un bon républicain, et puis ça va assez mal se terminer, puisqu'il va mourir. Alors après, il reste la question de la reine, qui, alors là, pour le coup, c'est une question qui les embarrasse, mais il n'y a aucune raison de particulièrement tuer la reine, puisqu'en France, la reine n'a pas particulièrement de pouvoir. Donc on aurait pu la laisser en vie. Ça, c'est un concours de circonstances, on va dire. Puis en même temps, ça fait, au moment où elle est guillotinée, ça fait quand même 20 ans qu'on la déteste en France. On a développé un certain racisme anti-Autriche dans l'équivalent de Charlie Hebdo à l'époque, puisqu'on a inventé la caricature politique dans les années qui précèdent la Révolution. Et la caricature, son objet, c'est pas nécessairement de dire la vérité. Donc on a contribué à considérablement dégrader l'image de la reine, et ceux qui ont contribué à dégrader l'image de la reine, ils étaient à Versailles. Pour revenir sur mes propos du début. Donc, le 22 septembre 1792, suite à la trahison du roi et à la victoire de Valmy, qui permet aussi de se sentir un peu fort, on proclame la République, et on va mettre donc 6 mois, si je ne me trompe pas, à élaborer la constitution donc, de la première République française, donc la République de 93, qui, pour des raisons donc diverses, mais principalement le fait que les frontières sont menacées, ne sera jamais appliquée. Donc on est sur un régime d'exception, paranoïaque, où il faut lutter contre les ennemis de l'extérieur tout en luttant contre les ennemis de l'intérieur, les contre-révolutionnaires. Et donc on va créer une loi sur les suspects qui ne respecte en rien la philosophie des Lumières, notamment le grand homme en matière de justice dans les Lumières,
qui a une vraie influence dans notre système judiciaire, c'est Beccaria, Cesare Beccaria, et donc on ne peut pas condamner quelqu'un qui n'a pas commis de crime, on ne peut pas condamner quelqu'un pour quelque chose qui n'est pas interdit par la loi. Beccaria était même contre la peine de mort. Enfin, bien évidemment, en 1993, on met ça royalement de côté, et donc commence à ce moment-là une période que normalement vous connaissez tous, qui s'appelle la Terreur. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a mis sur le dos de Robespierre la responsabilité de la Terreur. C'est un peu plus compliqué que ça. Robespierre n'est pas le plus exalté des partisans de la Terreur. Loin de là. Et parmi les gens qui vont le renverser, il y en a un certain nombre qui étaient beaucoup plus exaltés que lui. Robespierre était probablement, en tout cas ce que j'en ai lu aujourd'hui, le plus honnête. Peut-être un peu trop. Alors après, il fait aussi partie des grandes figures légendaires de l'extrême gauche française, mais il va surtout payer donc, le fait de vouloir lutter contre la corruption de ses collègues. Et donc, à partir de là, il faut réagir, hein, parce que entre ceux, il y en a forcément un qui va aller à la guillotine entre ceux qui sont considérés comme corrompus par Robespierre et Robespierre. Donc, la terreur donc, va frapper tous les milieux sociaux. Il y a une vidéo qui est facile à trouver sur Internet. Vous cherchez Robespierre et elle est téléchargeable en MP4 très très facilement. Avec la participation du musée Carnavalet, dans laquelle on vous dit que donc, sous la terreur, une guillotine ne suffit plus, donc la guillotine de la place de la Concorde ne suffit plus. Donc on en a installé plusieurs dans Paris, on a des milliers d'exécutions régulières, mais que ça touche tous les milieux sociaux et pas particulièrement l'Église, ce qui est vrai. En revanche, si on ramène ça à la proportion de la population, et je ne vois pas pourquoi on se priverait de le faire, parce que quand on enseigne justement la représentativité des ordres au moment des États généraux, on rappelle volontiers que la noblesse est 2%, que l'Église est 5%, etc. Et que donc, le tiers-État, c'est l'écrasante majorité du peuple, enfin de la population française. Donc il y a une surreprésentation de l'Église dans les victimes de la terreur. Il est juste de dire qu'il n'y a pas eu que l'Église qui a subi la terreur, mais les anciens membres du tiers-État ont subi la terreur de manière plus majoritaire. Alors je vais accélérer parce que tout ça est un peu long. En résumé, à ce moment-là, on adopte véritablement une politique anticléricale, c'est-à-dire que la référence à Dieu, quand il y en a une, c'est le culte de l'être suprême, mais malgré tout, qu'il y a assez peu de succès. Et en même temps se développe, alors ça n'est pas le fait du pouvoir, hein, c'est le fait véritablement d'une ambiance à l'époque, dans les campagnes, dans les villes, un rejet de la religion, un sentiment anticlérical fort, sur lequel le pouvoir va peut-être s'appuyer, mais donc une espèce d'athéisme qui vient aussi des anciens membres de l'aristocratie. Et donc, on a un athéisme d'État qui se met en place, jusque donc au coup d'État de Thermidor. Donc en 1794, Robespierre et ses partisans sont renversés, un certain nombre sont guillotinés, et d'autres sont mis en prison ou surveillés, comme une personnalité que vous connaîtrez certainement, qui s'appelle Bonaparte. Le général Bonaparte, à l'époque, il n'est pas encore général, est un ami du frère de Robespierre, et c'est un jacobin convaincu, il le sera toute sa vie. C'est une figure de gauche, Napoléon, qui est rejeté par la gauche. Si on lit le dernier bouquin de Jospin sur la question, c'était vraiment un rejet violent de Napoléon. Mais Napoléon, c'est une figure de la gauche jacobine. Et donc, bon, il est mis en prison, il va ramer quelques années en politique, jusqu'à ce que sa maîtresse, qui est également la maîtresse d'un des directeurs du régime suivant, va le pistonner pour prendre le commandement de l'armée d'Italie. La future impératrice Joséphine. En donc 1794, le directoire,
les thermidoriens donc prennent le pouvoir. On va les appeler les thermidoriens parce qu'ils prennent le pouvoir au mois de Thermidor. Et pendant un an, on va se poser la question de savoir si on garde la Constitution telle qu'elle est. Mais pour le coup, ça n'est pas une Constitution suffisamment bourgeoise, c'est une Constitution trop démocratique, donc soit on l'applique, et c'est pas vraiment ce qu'on veut faire, soit on continue à ne pas l'appliquer et on reste sous un régime d'exception qui est problématique également. Donc on va élaborer une nouvelle Constitution très stable, très bourgeoise, où là encore une minorité de gens ont le droit de vote, la Constitution du Directoire. C'est la première fois en France qu'on a 2 assemblées. L'exécutif est aux mains de 5 directeurs qui sont élus pour 5 ans, renouvelables tous les ans. C'est-à-dire qu'il y en a un qui qui est réélu tous les ans. Alors comme la première fois on en a nommé 5 d'un coup, il y en a un qui est tiré au sort pour ne faire qu'1 an, un qui est tiré au sort pour ne faire que 2 ans, un qui est tiré au sort pour ne faire que 3 ans. Et donc l'idée, ce serait qu'au bout de... C'est-à-dire que tous les ans on élit un nouveau directeur. Il y a 5 directeurs, mais la première fois, on a voté pour 5 directeurs. Donc, il y a donc un directeur qui doit démissionner au bout d'1 an, pour pouvoir être élu pour 5 ans. Et pour mettre en place le régime de renouvellement donc, des directeurs. Sauf que comme le régime va durer moins de 5 ans, la question ne se posera pas véritablement. Mais c'est du coup un régime extrêmement stable, où les puissants ont le pouvoir. C'est un régime qui nous intéresse sur notre sujet parce que c'est le premier régime qui met en place, qui veut apaiser les tensions religieuses et qui, pour apaiser les tensions religieuses, met en place la première séparation des églises et de l'État. C'est Pierre-Joseph Cambon qui porte le projet. Et donc là encore, on est sur un imaginaire au niveau de la laïcité qui est très particulier. L'article 1er donc, dispose, en citant la Déclaration des droits de l'homme et la Constitution, que l'exercice d'aucun culte ne peut être troublé. C'est l'équivalent de notre article 1er de la loi 1905 qui rappelle que le principe, c'est la liberté religieuse. L'article 2 dispose que la République n'en salarie aucun. L'article 3, la République ne fournit aucun local, ni pour l'exercice du culte, ni pour le logement des ministres. Là encore, là si vous remarquez, là c'est un vrai changement par contre avec la loi de 1905. On est sur un régime séparatiste beaucoup plus strict. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principe c'était qu'en 1905, je raconte un peu la fin de l'histoire, mais l'Église retrouvait sa liberté, mais les biens qui appartenaient toujours à l'État et qui lui étaient confiés, soit restaient à l'État, soit elle créait des associations cultuelles pour que ces associations puissent recevoir les biens qui avaient été confisqués par l'État. Comme l'Église catholique a refusé de faire des associations cultuelles, excusez-moi, les biens sont revenus à l'État. Mais au nom de la liberté religieuse, l'État les met à disposition de l'Église. Ça, c'est du coup pas possible en 1795. Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice du culte est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans des mesures de police et de sûreté publique. Ça sera vrai par la suite, ça sera vrai, c'est toujours vrai. Quel est l'autre article? Pardon, l'article 4. L'article 4, là c'est la séparation des pouvoirs de Mustafa Kemal. Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice, et là vous voyez toute la référence aux prières de rue. Et le problème des références aux prières de rue, c'est qu'elles font... Enfin, si on empêche les prières de rue pour les musulmans, on empêche également les processions religieuses pour les catholiques. Là, en l'occurrence, les musulmans n'existent pas encore sur le territoire national. En revanche, ce qui est visé, ce sont les processions religieuses catholiques. Il faut bien être conscient que ça existe, ça, quand on est contre les prières de rue, et que ça fait partie du patrimoine psychologique de certains partis politiques de notre belle nation. La loi ne reconnaît aucun ministre du culte, ça on pouvait s'y attendre. Nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses. Donc c'est ce qui va faire, par exemple, que sous la République kémalienne, là je change d'époque et de lieu, le futur Jean XXIII devra circuler dans les rues en costume.
Mais on est dans une laïcité qui se veut apaisée, mais qui est extrêmement dure et qui n'apportera pas vraiment d'apaisement. En même temps, on a d'autres préoccupations à cette époque-là, finalement, que de se réconcilier avec l'Église. Et donc, on va tranquillement vers autre chose, en essayant d'éviter les coups d'État, jusqu'au coup d'État de Brumaire. Et ce sera vraiment Napoléon qui apportera la paix religieuse avec le Concordat. Mais ça, c'est le sujet de la prochaine fois, donc je n'irai pas jusque-là. Juste pour résumer, la politique anticléricale religieuse, la politique anticléricale de la Révolution, pardon, vous avez donc un certain nombre de persécutions et de massacres de prêtres et de religieux et de religieuses, principalement réfractaires. Vous avez également donc la déprétisation, que ce mot est des constitutionnels, c'est-à-dire qu'on va supprimer ces pauvres prêtres constitutionnels qui vont du coup se retrouver abandonnés et par Rome, parce qu'ils ont trahi Rome, et par l'État auquel ils avaient juré fidélité. La fermeture des églises et la vente des presbytères. Notre-Dame est transformée en temple de la raison, ça c'est très connu. La cathédrale de Nice, entre-temps, qui a été annexée à la France, est transformée en réserve de foin pour l'armée. Et ça va donner lieu, cette fermeture d'église, à un sujet presque d'actualité, qui est la crèche à l'extérieur des églises. Normalement, les crèches, ça se fait dans une église. Sous la Révolution, on ne peut plus célébrer Noël, donc on le fait à la maison, et donc, particulièrement en Provence, on va célébrer Noël en inventant la crèche familiale. Voilà. La crèche au Conseil général, c'est un autre débat. La démolition des clochers, ce qui règle les problèmes aujourd'hui de conflits dans les villes, ces pauvres cloches qui réveillent les gens. On va brûler les livres, on va supprimer les agendas, on va détruire des lieux religieux ou des représentations religieuses, on va fondre l'argenterie pour en faire autre chose, on va fondre les cloches pour en faire des canons. Et puis, on va changer le nom de lieu, des noms de lieux. Alors, vous en avez toute une liste qui est très facile à trouver département par département sur Wikipédia. Mais en gros, dès qu'on a un saint, on va le remplacer par autre chose. Dès qu'on a roi, évêque, ou ce genre de choses, on va le remplacer par des mots comme égalité, ou on va carrément changer le nom du village en Jean-Jacques Rousseau, ou etc., etc. Bon, l'épisode le plus anecdotique, mais qui ne l'est pas tant que ça, d'ailleurs, en fait, je dis qu'il est anecdotique parce que c'est ce que j'ai lu pour préparer ce cours, mais je ne le trouve pas du tout anecdotique, c'est le changement de calendrier. Alors, le calendrier républicain, c'est un calendrier, j'en ai mis une représentation, alors, ça, voilà, là on le lit, il est de 2017, celui-là. C'est un changement. Si vous faites de la généalogie, vous cherchez un logiciel pour convertir les dates révolutionnaires en dates calendrier grégorien, il y a un petit logiciel qui est téléchargeable sur un site d'extrême gauche qui est tout à fait pratique. Il fonctionne le mien ne fonctionne plus, donc je pense qu'il doit y avoir une mise à jour. Et voilà, je ne pense jamais à m'en occuper. Je ne suis pas sûr d'ailleurs de retrouver le site, mais enfin à l'époque j'avais trouvé en faisant une recherche Google, donc c'est tout à fait facile. Alors l'idée c'est donc de changer les mois avec... alors on change tout en fait, hein. On supprime les dimanches, on supprime les semaines, on remplace ça par des décades, donc des périodes de 10 jours, 3 décades font un mois. Chaque jour, au lieu d'avoir un saint patron, puisque malgré tout, on connaît moins, avant la Révolution, les jours que la fête du saint. Donc on se donne rendez-vous à la Saint-Jean-Baptiste, on va rembourser son prêt à la Saint-Glinglin. Et d'ailleurs, ça c'est une tentative d'escroquerie, et les tribunaux de l'Ancien Régime avaient décidé que Saint-Glinglin c'était à la Toussaint. Et donc on supprime tout ça, on remplace ça par des animaux, des outils, des plantes, les saints pierre et plâtre. Voilà, c'est pas saint du tout, hein, mais aujourd'hui on fait pierre et plâtre. Dans mon établissement catholique, le chef cuisinier, il n'est pas du tout anticlérical, mais il aime bien
ce côté tous les jours une plante, donc tous les jours on a le Saint Patron et le saint du calendrier républicain, si vous me passez l'expression, qui est donc noté sur le menu. Le premier jour de ce nouveau calendrier républicain n'est plus la naissance du Christ, évidemment, mais la victoire de Valmy. Et donc, le premier vendémiaire en 1, c'est donc le 22 septembre 1792. Alors après, les mois sont plutôt bien faits, c'est-à-dire que comme on commence sur une équinoxe, chaque groupe de 3 mois correspond à une saison, et donc vous avez la terminologie du mois qui vous permet de savoir dans quelle saison vous êtes. Bon, il n'y a pas vraiment besoin de ça, mais enfin, pour ceux qui ne savent pas. Donc les mois en R sont les mois d'automne, les mois en Ose les mois d'hiver, les mois en Al les mois de printemps, et les mois en Or les mois d'été. Et après, chaque mois dit l'activité agricole ou la caractéristique du mois. C'est tout à fait rationnel. Un peu comme le nom des départements qui enlève toute référence au comté, enfin au titre de noblesse avant, on est sur des choses qui sont très rationnelles. Donc, Messidor, c'est les moissons, Vendémiaire, c'est les vendanges, etc. etc. L'autre conséquence de ça, c'est qu'on supprime quand même 250 jours fériés, à peu près. Oui, parce qu'alors, là aussi, quand on vous dit que la valeur travail a toujours été une valeur française, oui, depuis la Révolution française. Avant, la valeur, c'est le salut, et donc on ne travaille en gros qu'un jour sur 3. Le travail est très 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 mal vu avant la Révolution, parce que justement, il est le signe de notre chute. Parce que le travail, c'est la condamnation des suites du péché originel, et pour reprendre les mots d'un de mes formateurs à l'Assemblée des étudiants, dans la mesure où j'ai été délivré du péché originel par le baptême, si je continue à travailler, je pêche. Donc, c'est Thierry, il faut être une personne qui fait référence. Mais, donc les métiers intellectuels sont valorisés, ça vient de là, hein, tandis que les métiers manuels sont dévalorisés, puisque gratter la terre, c'est concrètement donc être puni suite au péché originel. Et donc on travaille peu. Alors ça veut dire qu'on a des congés payés, on travaille sur 100 jours, enfin une centaine de jours, ça veut dire qu'il faut gagner sa vie sur ces 100 jours-là, ce qui est quand même assez compliqué. Mais la Révolution supprime les dimanches, supprime les jours de congé, ce qui fait que là, on va bosser. Au XIXe siècle, on bosse, grâce à la liberté. La liberté, c'est, je vous rappelle, du commerce et de l'industrie. On supprime également les organisations, ce qui tenait lieu d'organisation syndicale, parce qu'il faut que les gens soient égaux face à leur patron. Négociez votre contrat de travail, c'est connu. Donc vous négociez votre salaire librement et dans un dialogue tout à fait égalitaire avec votre patron. Et donc, voilà, donc, ce calendrier, finalement, il est là pour consacrer le fait qu'on va bosser. Plus que 30, il n'y a plus que 5 jours fériés par an qui sont les sans-culottis. Ces 5 jours où il faut rattraper la fin du calendrier, qui peuvent être 6 tous les 4 ans, où on va fêter la raison entre suprême. Enfin, ils sont chacun consacrés à... Parce que si vous avez calculé, 30 jours x 12, ça fait 360. Donc il faut à un moment donné qu'il y ait au moins 5 jours et de temps en temps 6. Voilà. Donc ce calendrier révolutionnaire, il ne va pas vraiment avoir de succès, mais enfin, il va être employé par les élites. Peut-être un peu comme l'écriture inclusive, si vous placez la comparaison. Mais, voilà. Et donc, on va multiplier des fêtes civiques. Et là, voilà, ça, c'est véritablement l'œuvre de la Révolution qui prendra fin, véritablement, avec Napoléon. Puisque c'est lui qui va notamment établir le calendrier grégorien en faisant parler Portalis, hein, son grand juriste, aixois. Et dans le discours de Portalis, vous avez cette idée que c'était un calendrier très rationnel, qui aurait pu avoir beaucoup de succès, parce que véritablement il était bien plus adapté à notre vieux calendrier qui date de l'Empire romain, qui a été modifié à maintes reprises, mais comme il n'a pas eu de succès, et que notamment à l'étranger il n'est pas appliqué, on va revenir au calendrier d'avant. Voilà. Je m'arrêterai là pour mon exposé au risque d'être long. Je crois qu'il y a un petit dialogue qui est prévu entre nous, qui permettra de... J'ai été rapide et peut-être un peu compliqué de mettre au clair 2-3 choses. Voilà, je vous remercie.
que vous pourriez revenir sur la caricature où il y a Talleyrand, tout ça, et nous dire précisément qui sont les 4 personnages? D'accord. Je vous avais mis la carte des diocèses. Voilà. Donc, Talleyrand, la religion, le personnage avec le poignard et qui a arraché l'encensoir, c'est donc le protestant. Et là, vous avez l'archiviste de l'Assemblée nationale, Camus. Donc, on voit Talleyrand qui a jeté sa crosse et sa nique, qui a encore sa tenue. La religion qui tient encore le ciboire et l'encensoir qui lui est arraché les mains par Camus. J'ai oublié son nom. C'est vrai que c'est Talleyrand qui a le poignard, non? Non, c'est pas Talleyrand qui a le poignard. Talleyrand, il a une main vers Camus. Oui, c'est ça. Et une main sur la religion. Celui qui a le poignard il est ici. Ah oui, c'est le pasteur. Voilà, il y a une croix dépouillée qui associe également à la religion est voilée. C'est que le voile, c'est une invention de saint Paul. Mais je fais des gros raccourcis. Voilà. Merci. J'ai pas retenu le moment où les prêtres réfractaires ont été... Alors, vous remettez la chronologie, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Si je résume, jusque-là tout va bien. On adopte, on confisque les biens, mais enfin globalement, les révolutionnaires comptent un certain nombre de prêtres et ils ne sont pas tous comme avec Grégoire. À partir de 91, c'est là qu'on commence à taper sur les réfractaires. Et à partir de la République, de la Convention, là, c'est là qu'on rentre dans des décapitations, parce qu'en fait, en tant que réfractaires, ils sont classés comme suspects par la loi des suspects, et donc ils peuvent être condamnés à mort sans procès. Pour faire des grands raccourcis, mais c'est quand même concrètement ça. La loi des suspects, c'est quand même une belle loi d'exception. Là, pour le coup, on ne se plaint pas que la justice est clémente. Ce n'est pas laxiste. Donc c'est à partir de 92 qu'ils ont été vraiment... À partir de 91, ça se gâte. À partir de 92, c'est pas très mal. Voilà. À partir de la mort du roi, en fait. Sans autre procès. Oui. Vous parliez de lourd tribut des prêtres au niveau de la terreur. Est-ce que les guerres de Vendée se superposent à la période de la terreur? Alors, oui. Oui, et pas seulement. Parce que les guerres de Vendée, elles commencent sous la terreur. Enfin, elles sont une des causes de la terreur. La Vendée, c'est une période assez particulière, parce que, alors, sur lequel on a du mal à revenir. Les Vendéens se rebellent essentiellement, alors on l'a dit pour le prêtre et pour le roi, mais enfin, c'est aussi parce qu'ils sont assez contre l'idée de partir à la guerre et d'être levé en masse, puisque le principe d'égalité fait que, et le fait d'être citoyen, même sans avoir le droit de vote, puisque en 1791 ne vote que une infime quantité de population. Hein. Vous avez donc un corps électoral déjà qui ne correspond qu'à une partie des gens qui payent les impôts, et ces gens-là élisent des gens qui payent encore plus d'impôts pour élire des députés. Donc on est sur 5% de la population, grand maximum. Je crois que le corps électoral qui vote pour les députés, c'est 20 000 personnes de mémoire. Donc, par contre, vous êtes citoyen. Donc vous avez le droit, comme un citoyen de l'Antiquité, de mourir pour votre patrie. Parce que le citoyen dans l'Antiquité, à Athènes, il vote et il meurt. Enfin, il se bat. Et il a une terre. C'est un triptyque. Là, il ne vote pas forcément, mais par contre, on va lui demander d'aller défendre la patrie. Et on va lui faire chanter des chants l'encourageant à défendre la patrie, comme la Marseillaise ou comme le chant du départ, que je préfère. Bien. Vous savez, la victoire en chantant. C'est en fait un chant de fanatique absolu. J'ai décortiqué les paroles avec mes élèves il n'y a pas longtemps. Dans le chant du départ, chaque couplet est chanté par un personnage. Notamment, il y a le personnage de l'enfant. Et l'enfant, c'est un martyr de Daesh. C'est l'idéal pour d'un enfant, c'est de mourir pour la patrie.
voilà, et donc d'avoir une vie très courte, mais de mourir pour la patrie, parce que c'est ça, vivre. Quand même assez extraordinaire. Je pense que justement, on aurait du mal à le faire chanter aujourd'hui. Les guerres de Vendée. Donc à partir du moment où les guerres de Vendée éclatent, essentiellement donc parce que les Vendéens ne veulent pas partir à la conscription, on est face à une guerre civile problématique et on est face à des mesures qui sont prises qui aujourd'hui tomberaient sous le coup d'un tribunal international. Voilà, le mot génocide n'existe pas, mais on parle de populicide à l'époque, hein, puisque c'est le mauvais peuple, donc il faut s'en débarrasser. Si je prends les figures de la gauche révolutionnaire, c'est injuste, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà. Oui. Une autre question, il y avait quand même beaucoup de paysans, et 150 jours de congé, qu'est-ce que ça veut dire pour des gens qui ont déjà énormément de travail avec leurs animaux, leurs champs chaque jour? Ça pose véritablement de problèmes, parce que gagner sa vie sur 150 jours, c'est très complexe. Mais alors, il est probable, je ne suis pas expert sur la question, que ça n'était pas forcément toujours respecté, mais le principe, c'est 250 jours fériés. Sachant que nous, à Nice, on a gardé ces 250 jours fériés jusqu'en 1860. Et oui. Alors, je 250 à la louche, hein. Je ne vais pas aller expliquer. Mais c'est un vrai problème. Alors, là aussi, il y a une très bonne conférence, je ne sais plus les références, il faudrait que je les retrouve. J'ai essayé de les chercher, mais je ne les ai pas retrouvées, d'un prof d'université qui évoque ces questions-là, et quand il en parle, vous avez la vidéo sur YouTube, et il dit bien que le problème, c'est de gagner sa vie quand on est laboureur sur un jour sur 3. Gagner le salaire de 3 jours sur une journée, c'est pas simple. On n'est pas du tout sur les congés payés de 1936. Et puis les bêtes mangent du foin, il y a la traite, il y a... Oui, il y a forcément... Ça c'est tous les jours. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font quand ils travaillent? Théoriquement, il faut aller à la messe, mais voilà, c'est pas non plus, on ne part pas, choisit pas ses jours, on ne part pas à la Barbade, hein, mais on voyage peu. Mais voilà. Mais ceci dit, c'est vraiment voilà, le culte du travail, le fait qu'on ne travaillera jamais assez et qu'il faut travailler vraiment. C'est vraiment l'idée, c'est une idée révolutionnaire parce que c'est une idée libérale. Voilà. Et donc, on supprime les corporations, fixer malgré tout des règles pour payer les salariés, fixer malgré tout une certaine protection sociale, très embryonnaire, qui n'est pas que de qualité, hein. Pas loin de là, hein, l'idée d'être corporatiste, hein, mais d'autant qu'après, comme Vichy a été très corporatiste, c'est compliqué de l'être, mais vous voyez, comme les mémoires se mêlent et rendent tout dialogue et toute réflexion difficile dans notre beau pays. Mais voilà, un salarié libre et égal, c'est un renard libre et égal dans un poulailler libre et égal. Sans faire de politique, je voudrais citer une information que j'ai entendue ce matin. On va créer pour le tribunal international un délit d'agression, mais on va mentionner en le créant que ça ne s'applique ni à la France et à l'Angleterre à propos de la Libye. Ah d'accord. Mais par rapport à la justice, il y a une question que je n'ai pas abordée, mais on nous a appris que donc, la France était la séparation des pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Je vous ai dit que l'exécutif en 1791, c'était pas... Mais judiciaire encore moins. Si en France on déteste notre justice, ça nous vient de là. Si vous avez en mémoire Les Misérables, qu'est-ce qui fait que Jean Valjean est puni 5 ans pour avoir volé un pain? C'est pareil, surréaliste. Et c'est parce qu'on veut laisser le moins de liberté possible aux juges sur la Révolution, et donc un vol, un système qu'on appelle le système des peines fixes, qui a failli revenir avec le système des peines planchées. Là, pour le coup, on varie sur l'échelle politique, mais on est plus... Et le système des peines fixes fait que le vol, c'est 5 ans. Donc, alors après, derrière, il y a toute une réflexion sur la justice dans Les Misérables, mais à partir de ce que Valjean considère comme injuste, ouais, difficilement lui donner tort, voilà,
toute une réflexion sur plein de courants philosophiques en termes de justice. Et notamment la figure de l'électeur